Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Il y a des timides dans l'Assemblée. Je suis convaincu qu'il y a des questions. Alors, Monsieur le Président va démarrer, et puis ensuite donc une deuxième question ici ensuite. Donc, question pour Pauline. Sur la paralysie faciale. Quand j'étais étudiant, ça remonte, on avait une spécialiste de la rééducation faciale qui était Anne-Marie Chevalier, et j'avais été dans son service, et elle faisait plein d'études sur les aimants. Elle travaillait avec TDK au Japon, et j'en ai pas parlé. Donc est-ce que ça n'existe plus parce que c'était complètement has-been, ou est-ce que c'est quelque chose que... Voilà, donc c'est dans les méthodes. Voilà. J'en ai lu des infos dessus, mais sur des articles qui n'étaient pas du tout de haut niveau de preuve. Et en fonction de mes équations de recherche, il n'y avait pas du tout d'article qui en parlait, il n'y avait pas d'essais cliniques contrôlés randomisés dessus. Et c'est vrai que c'est un peu un truc qui n'apparaît plus dans les revues actuelles. Moi qui ai fait le même stage que toi, mais plus tard, il y avait plus. Moi j'avais une question pour Fabio par rapport à la pratique du coup de l'acupuncture. Est-ce qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits, et notamment par rapport au point précis qu'il faudrait utiliser pour que son efficacité soit optimale? Alors, il y a plusieurs études qui comparent les trigger points avec les points méridiens présents en acupuncture. Il faut savoir que, j'ai plus l'auteur, mais selon une étude du début des années 2010, 71% des trigger points étaient également des points méridiens. Donc il y a un énorme lien entre l'acupuncture et les trigger points. C'est toute la philosophie qu'il y a derrière. L'acupuncture se base uniquement sur les points méridiens pour réharmoniser les énergies, pour un peu un bien-être, et surtout on n'est pas en intramusculaire, on est plutôt en superficiel, alors que le dry needling se concentre plutôt sur l'intramusculaire, et on essaie davantage d'expliquer le dry needling actuellement que l'acupuncture, même si les deux sont bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question pour toi Théo, concernant le moment où il faudra intervenir pour faire des mobilisations neurodynamiques et pour qu'elles soient efficaces dans un cas de canal carpien, et également quel type de fréquence est-ce qu'il est recommandé? Est-ce qu'une seule intervention peut suffire à lever les symptômes? Ok. Du coup, première question, alors je reprends pour le moment. Il y a idéalement, de toute façon, le plus tôt possible. Le but c'est d'éviter dès le début le développement des symptômes, le développement de l'œdème et surtout son auto-entretien. De toute façon, idéalement c'est dès le diagnostic qui est souvent difficile. Je ne l'ai pas trop mentionné aujourd'hui, mais voilà, il y a des problèmes au niveau du diagnostic aujourd'hui. Donc idéalement ce sont le plus tôt possible. Après au niveau juste de la posologie, aujourd'hui il n'y a pas de consensus du tout dessus. L'étude qui est basée pour évaluer le pourcentage de patients qui n'ont pas eu recours à la chirurgie après avoir eu les traitements par mobilisation neuroménagère, en gros, ils sont basés sur 5 séances de kinésithérapie. Après, voilà, pour l'instant, il n'y a toujours pas de consensus, par contre, sur la posologie d'application, du nombre de répétitions et de la fréquence sur une semaine. Est-ce que je peux plus Et en termes de test-retest, sur quels critères est-ce qu'il faut s'appuyer? Est-ce que c'est seulement la douleur? On va poser une question sur la douleur au patient, on fait une mobilisation, et on devrait s'attendre à ce qu'en aigu, il y ait la douleur qui soit diminuée. Je pense que non, c'est plutôt sur un court moyen terme, pas forcément vraiment en post-intervention immédiate. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Il faut. Non, mais voilà, du coup, globalement, c'est vraiment c'est pas forcément en post-intervention. Il faut aussi prendre en compte, du point de vue de la fonction, en fait, s'il y a des évolutions sur la fonction. Parce qu'on parle notamment dit aussi, il n'y a pas que l'aspect douleur, après il y a l'aspect fonction et voir plus loin derrière, si on peut voir au niveau de l'impact sur la vie quotidienne et tout, avec le CF36, ça peut être intéressant de voir plus loin que juste la douleur. Merci. Ce qui
serait formidable, c'est que pour que la boucle soit bouclée, on ait une question pour Joséphine et une question pour Mandy. Il y a une main qui s'est levée ici. Parfait. Bonsoir. J'aurais une question pour Joséphine. Est-ce que tu connais un outil que pourrait avoir, nous, les kinés en profession, pour pouvoir justement justifier cet accès direct? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on l'ait autre que des études? Dans notre pratique, qu'est-ce qui pourrait nous faire dire, regardez, on peut justifier cet accès direct? C'est en partie en fait, comme disait en fait Monsieur Demont, il a mis en place en fait des études, dont une en fait ça va être de faire une comparaison entre donc on va avoir une prise en charge où le patient va aller voir le médecin va écrire ce qu'il pense, c'est quoi le diagnostic. Il fait une prescription kiné sans rien écrire sur la feuille. Et ensuite, il renvoie à un kinésithérapeute. Et là, c'est le kinésithérapeute qui lui fait son bilan et puis après voit et évalue. Et à la suite de ça, en fait, après, on récupère en fait les deux feuilles, donc celle du médecin et celle du kinésithérapeute, pour voir en fait, pour comparer en fait au niveau de leur diagnostic. Et ça, c'est une des premières étapes en fait pour montrer en fait qu'on pourrait accéder à l'accès direct en fait. Parce que c'est vraiment montrer que maintenant, avec les compétences qu'on a et avec les capacités qu'on a actuelles avec la littérature et le BP et l'ensemble de tout ça, en fait, on arrive de mieux en mieux en fait, à cibler nos bilans et les pathologies en musculo-squelettiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que l'on dise qu'on fasse du diagnostic médical? C'est pas faux. Mais après, c'est plus une question de... Oui, on fait un diagnostic, mais c'est pour le patient, en fait. C'est pour après, pour sa prise en charge. C'est tout l'intérêt, en fait, de l'accès direct, c'est réduire, en fait, les intermédiaires. Et le problème, c'est que quand on va voir son médecin et qu'on a le diagnostic, et après on retourne chez le kiné, pareil, c'est une histoire de coût de santé, en fait, au niveau de la société. Et pareil, si on enlève, entre guillemets, le médecin, pour les pathologies musculo-squelettiques, je dis bien, ça pourrait réduire les coûts également. Donc il y a toute une globalité en fait, c'est un ensemble de tout en fait. D'accord, merci. Merci. Donc Christine pour la dernière question. Bonjour, alors c'est une question pour Mandy. Donc merci beaucoup pour cet exposé qui m'a passionné. Et alors je veux pas faire la vieille notion comme Yvan. Mais j'ai été interpellée sur ton ratio concernant l'lymphœdème à 20%. Et moi je suis sur 16% en curage axillaire maxi et ça descend à 5% quand on est sur un ganglion sentinelle. Donc je voulais savoir s'il y avait une évolution de ce côté-là. Non, c'est une étude qui date de 2007, je crois. D'accord, j'aimerais bien regarder les choses pour mettre à jour. Je pourrais vous donner les références, mais du coup, sur le curage axillaire, en effet, c'est de 20%, donc une femme sur 5. Et on diminue si on fait tout ce qui est relatif, si on touche le ganglion sentinelle, ça descend jusqu'à 5%. D'accord. Et dernière question ou prolongation de ça. C'est vrai que tu as traité tout ce qui concernait le lymphome secondaire, mais est-ce qu'en dehors des ganglions du curage axillaire, il n'y a pas d'autres notions qui auraient pu être prises en compte sur l'origine de ces lymphœdèmes? La prise de poids est un facteur de risque. Du coup, la cicatrice, non, j'avais pas lu. D'accord. Non.